Bonjour tout le monde. Donc, il est 10h30. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite là, pour être sûr d'avoir le temps de passer à travers tout ce qu'on veut, tout ce que je veux vous discuter. Euh, donc, ben, moi, je m'appelle Juliane Maton-Dufour. C'est moi qui est responsable là, principale de la mesure biodiversité, la mesure 1.1.5, là, projet favorisant l'amélioration de la biodiversité. Je suis agronome de formation. Et je vais laisser ma collègue, là, Vanessa, se présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Vanessa Audé-Giroux. Donc, j'accompagne Juliane en tant que co-coordonnatrice de la mesure de Prime-Vert. Je suis spécialiste en environnement naturel et aménagé de formation. Super. Dans le fond, le fonctionnement du webinaire aujourd'hui, vous avez pu remarquer là, que tous vos micros sont fermés pour la période là, que je vais vous présenter, en fait, là, que je vais vous donner l'information. Puis par la suite, là, quand on sera rendu à la période de questions, c'est ma collègue Vanessa qui va faire la gestion là, des mains levées, puis vous donner la parole si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez toujours poser les questions via le chat. Puis, on a aussi une autre option pour vous, si vous le souhaitez, de poser des questions qui sont plus officielles, que vous aimeriez avoir une réponse officielle ou une trace, si on veut, ou les questions qu'on n'aura pas nécessairement le temps de répondre, de les inscrire dans le QNR. Et les questions qui sont inscrites dans le QNR, dans le fond, c'est un engagement de notre part de vous produire un document pour répondre à vos questions. Puis finalement, la présentation, comme vous l'avez pu le remarquer, est enregistrée et elle sera remise, là, diffusée via la chaîne YouTube du MAPAC. Puis dès que ça sera disponible, là, si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez recevoir une notification. Mais autrement, moi, je vais transférer le lien à tous là, les répondants et accompagnateurs sectoriels là, pour qu'eux puissent vous les transférer par la suite. Fait que vous faut compter quelques jours là, avant que ça soit diffusé, le temps que ça passe là, aux communications là, au MAPAC. Donc, voilà. Pour le plan de la présentation, je vais vous présenter là, une liste de répondants et accompagnateurs sectoriels qui ont été identifiés pour la mesure. Ensuite, le gros de la présentation va être divisé en deux sections. La section programme Prime-Vert, qui est plus là, reliée là, à l'admissibilité, à ce qui est inscrit, mettons, au texte du programme, les exigences d'admissibilité, les dépenses admissibles, puis aussi un résumé des documents là, obligatoires à remettre, là, entre autres au moment du dépôt de la demande et aussi au moment de la réclamation pour faciliter le traitement de la demande. Puis ensuite, il va y avoir un autre gros volet sur le dossier technique et l'annexe biodiversité. Fait que là, on va parler là, davantage des fiches techniques, aussi des modifications, des plans de conception du MAPAC, l'ancien ou celui-là qui est disponible actuellement sur le site du programme versus les nouveaux qui seront publiés de très, très prochainement. Fait que c'est surtout eux que je vais vous présenter, mais je vais faire un lien avec l'ancien. Puis aussi, je vais vous présenter dans le fond, une liste d'éléments à ne pas oublier là, si vous utilisez votre propre plan de conception. Et je vais terminer là, avec l'annexe biodiversité et l'attestation de conformité. Donc, à l'écran, vous voyez ici la liste des répondants et accompagnateurs sectoriels qui ont été identifiés pour la mesure 1.1.5. Et puis, ces répondants et accompagnateurs sectoriels-là, ce sont vos personnes ressources qui sont à contacter quand vous avez des questions, que ce soit des questions par rapport au programme ou des questions en lien avec les projets de biodiversité. Je vous encourage énormément à les contacter. Ils ont une grande expérience pour les aménagements de biodiversité. Ils vont certainement pouvoir vous aider dans vos démarches. Et puis, si jamais il y a des questions qui ne peuvent pas nécessairement répondre, il y a un lien qui se fait avec nous à la centrale pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. Fait que n'hésitez surtout pas à les contacter si vous avez des questions, là. Puis, je vais passer là, à la prochaine diapositive, mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre en note
votre répondant. Vous avez juste à écrire dans le chat, là, puis ma collègue, là, on vous le donnera là, par la suite. Donc, ce qui est en lien avec le programme Prime Vert, le type de projet admissible, on a 3 grands chapeaux. On a les aménagements de haies agroforestières, que finalement, il est plus question là, des haies brise-vent. On a aussi les aménagements de bandes riveraines élargies et les bandes végétalisées en littoral. Et on a les aménagements d'habitats favorables à la biodiversité qui sous-entendent là, les bandes ou îlots boisés, les bandes ou îlots fleuris, la mise en valeur de coulées agricoles et les zones tampons pour les milieux d'intérêt. Pour les exigences d'admissibilité, il y a le dépôt des plans de conception qui sont réalisés par un conseiller et qui respectent les fiches techniques. Les plans de conception, ceux-là qui sont actuellement disponibles sur le site et ceux, dans le fond, les prochains qui vont remplacer, qui vont être diffusés là, très prochainement, là, qui vont remplacer celui-là qui est actuellement disponible, sont quand même assez longs. Il y a quand même beaucoup de stock. Les fiches techniques aussi sont quand même assez volumineuses, mais ils ont pour objectif là, de répondre là, aux besoins de conception puis aussi à l'analyse des projets. Mais bon, je vais faire le tour avec vous, puis essayer de vous donner le plus d'informations possible pour faciliter votre travail et votre conception des projets. Et c'est ça. Très important, les fiches techniques font foi de tout. Il faut s'y référer. Puis aussi, il faut se rappeler que le programme Prime Vert, de la manière qui est conçu actuellement, pour les plans de conception, c'est déclaratoire. Donc, en remettant votre plan de conception, vous, dans le fond, vous engagez, comment je pourrais dire ça, vous engagez à avoir respecté les fiches techniques pour la conception des aménagements. Donc, c'est important que si jamais il y a une vérification des projets qui est faite, que la conception respecte ces fiches techniques-là. Par la suite, l'aménagement doit être réalisé sur une superficie inscrite à la fiche d'enregistrement du demandeur. Ensuite, l'aménagement doit être réalisé sur une superficie cumulative minimale de 300 m² et maximale de 5 000 m². Ici, ce qu'il faut retenir, parce qu'il y a eu quand même de la confusion quand le programme est sorti sur cette superficie-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un aménagement, ça pourrait être, je vais prendre l'exemple d'une d'une haie brise-vent. Une haie brise-vent, quand vous inscrivez vos informations, que ce soit sur le plan de concession, l'annexe biodiversité, il faut que ça soit inscrit pour un minimum de 300 m² et un maximum de 5 000 m². Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire des projets de haies brise-vent de plus grande envergure qui peuvent aller jusqu'à 25 000 m². Il faut simplement vous assurer, quand vous faites la conception et l'annexe biodiversité, d'avoir un maximum de 5 000 m² par aménagement, jusqu'à l'atteinte du montant maximal d'aide financière là, de 40 000 $. C'est pas très... c'est un peu tannant d'avoir à diviser ça, mais on va se reprendre là, pour la prochaine mouture à essayer de mettre ça un petit peu plus ouvert là, pour ce qui est des bandes riveraines et des haies brise-vent. Et voilà. Puis l'aménagement doit être réalisé sur une superficie, excusez-moi, sur une largeur ou un diamètre maximal de 10 mètres. Pour ce qui est des livrables, il doit avoir le dépôt d'une attestation de conformité signée par un conseiller dans les 30 jours suivant la réalisation des travaux. L'attestation de conformité est disponible dans le document de l'annexe biodiversité sous l'onglet attestation de conformité. Et il doit aussi avoir le dépôt des factures et preuves de paiement pour les dépenses d'achat d'arbres et d'arbustes seulement. Et c'est sur demande et ça sera sur des factures qui seront égales ou supérieures à 2 500. Pour les dépenses admissibles, les montants forfaitaires, vous avez les honoraires des professionnels pour le plan de conception, l'attestation de conformité. Puis les montants que vous voyez, là, entre parenthèses, c'est les montants qui sont bonifiés bonifiés de 15 %. Et dans le cas là, de certification biologique ou la relève, entre autres. Puis ensuite, dans les végétaux, pour l'achat d'arbres et d'arbustes, c'est 70 % du coût admissible jusqu'à un maximum de 12 $ l'unité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un arbre puis qui vous coûte
60 $, bien, 70 de 60 $, ça fait plus que 12 $. Donc, le montant qui va être remis, qui va être donné, c'est 12 $. Par contre, si vous avez un arbre qui coûte 12 $, le 70 de 12 $, bien, c'est ce montant-là qui va être remis. Pour ce qui est des végétaux, plantes herbacées en multicellules, les vivaces herbacées indigènes en pot et les semences pour aménagement fleuri, c'est des montants forfaitaires également. Pour ce qui est des travaux d'implantation, ben, ça inclut la main-d'œuvre, la location d'équipements, l'achat de matériaux neufs, les intrants, frais de machinerie de l'entreprise. Puis ici, je tiens à spécifier que les semences couvre-sol ne sont pas admissibles là, au montant forfaitaire prévu par les végétaux. Ce que je veux dire par là, ici, les semences pour aménagement fleuri, là, le dernier ici, là, ça ne peut pas, là, ou peu importe, ben ouais, les semences ici, ça ne peut pas s'insérer ici, puisque les semences couvre-sol qui sont ajoutées de part et d'autre du pays de plastique là, après pour couvrir le travail du sol, ça va être inclus ou souvent entendu dans les travaux d'implantation. Fait que si vous inscrivez des semences couvre-sol dans des projets, pour des semences d'aménagement fleuri, ça vous sera refusé. Et il y a également les forfaitaires pour la protection contre les rongeurs et les cervidés. Dans les dépenses non admissibles, bon, il y a les travaux d'amélioration foncière, les dépenses relatives à la mise en place de protection contre les animaux d'élevage. Il y a les dépenses pour la mise en place de clôtures ou l'achat de répulsifs contre les rongeurs et les végétaux qui ne sont pas achetés chez une entreprise spécialisée ou qui en fait la distribution. Par la suite, pour le résumé des documents obligatoires au moment du dépôt de la demande. Ça, c'est une diapositive là, que vous pouvez, qui est quand même un bon aide-mémoire pour vous assurer d'avoir tout ce qu'il vous faut là, pour faciliter là, le travail, le traitement de votre demande. Donc, au moment du dépôt de la demande, vous devez avoir rempli le formulaire d'aide financière et assurez-vous de remplir toutes les sections là, de la demande. Il y a aussi des sections qui concernent la mesure 1.1.5. Fait qu'assurez-vous de remplir toutes les sections et surtout les sections 3 et 5 qui sont souvent manquantes pour des raisons que je n'explique pas. Mais voilà, puis assurez-vous de le faire signer par les personnes qui sont autorisées. Par la suite, il y a le dépôt là, du plan de conception, du plan ou des plans de conception, selon si vous utilisez là, plusieurs plans de conception pour différents aménagements, doivent être réalisés et signés par un conseiller. Et il doit également être signé par le demandeur, seulement dans le but de s'assurer que le demandeur a pris connaissance du plan de conception et qu'il est d'accord avec ça. Par la suite, il y a le plan de localisation, le plan d'implantation qui sont très importants à remettre à déposer. Puis ça, je vais en revenir un petit peu plus tard, parce que maintenant, avec les nouveaux plans de conception, il y a possibilité là, de les intégrer directement via le plan de conception. Là. Donc, voilà. Mais si vous utilisez vos propres plans de conception, assurez-vous de remettre ces deux plans également. Et l'annexe biodiversité, l'onglet B1 et l'onglet B2 qui doivent être remplis. Puis, tout document là, pour la bonification, si c'est applicable. Par la suite, au moment de la réclamation, là, on va demander l'annexe biodiversité, l'onglet B1 qui est à remplir. Il y a la colonne B, mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Et l'onglet C, attestation de conformité, incluant les photos, point GPS, et qui doit être signé également. Par la suite, il y a les factures d'arbres et d'arbustes qui est à remettre si le montant est supérieur ou égal à 2 500. Maintenant, on rentre plus dans le vif du sujet pour le dossier technique et annexe biodiversité. Quand je dis dossier technique, ça veut dire les plans de conception et les fiches techniques. Pour les fiches techniques, bon, comme je disais tout à l'heure, sont quand même assez volumineuses. On est conscient de ça, mais ça se veut un outil d'accompagnement
pour la conception des aménagements. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver ça un peu fastidieux, surtout ceux qui ont de l'expérience. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire une bonne lecture des fiches techniques, là, selon si vous les utilisez les trois ou seulement un des trois, ou en tout cas, selon vos besoins de conception, de faire une bonne lecture pour vous assurer de prendre en considération tout ce qui est inscrit. Mais ça se veut un outil d'aide à la conception, puis ça se veut aussi un outil des conditions spécifiques à la conception des aménagements. Pour ce qui est des modifications par rapport à la version des fiches techniques qui sont actuellement disponibles sur le site du programme, j'ai fait un résumé là, de ce que vous allez retrouver comme modification avec une légende, là, ajout. Dans le fond, c'est une nouvelle mention ou une nouvelle note qui a été ajoutée. Le petit signe négatif, retrait en rouge, ça veut dire que ça a été enlevé. Puis, quand ça concerne les fiches techniques, brise-vent, bande riveraine élargie ou aménagement d'habitat favorable à la biodiversité, je vais utiliser les abréviations suivantes. HBV, BRE, puis BIO. Donc, il y a la proportion d'arbres et d'arbustes fruitiers ou à noix qui doit être inférieure à 50 du nombre d'arbres ou d'arbustes plantés. Ça concerne tous les aménagements. Donc, toutes les fiches techniques ont cet ajout-là dans leurs fiches techniques. Par la suite, il y a une note qui a été ajoutée qui concerne le nombre, excusez-moi, si l'aménagement est composé de genre botanique qui appartient à la famille des rosacées. Le conseiller doit vérifier la présence de vergers commerciaux à proximité du lieu prévu de l'aménagement afin de limiter les risques associés aux maladies. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a certains genres botaniques qui peuvent être porteurs de maladies qui pourraient décimer des vergers commerciaux, puis ça pourrait être quand même assez je vais dire intense puis aussi des pertes monétaires importantes pour les vergers commerciaux à proximité. Fait que c'est de votre responsabilité de vérifier qu'il n'y en a pas à proximité, puis que s'il y en a, à la limite, de contacter les entreprises pour vérifier avec eux si les espèces choisies peuvent être à risque, dans le fond, de créer des problèmes à leur verger. Puis, en cas de doute, vous pouvez toujours aussi contacter les accompagnateurs sectoriels qui ont été identifiés pour la mesure pour vous accompagner dans ces démarches-là. Par la suite, il y a aussi l'ajout de la mention dans un milieu non cultivé. Ça, c'est dans la fiche technique sur les aménagements d'habitat favorables à la biodiversité, principalement pour les bandes et îlots fleuris. L'aménagement doit être situé dans un milieu non cultivé et à moins de 100 mètres d'une parcelle cultivée pour favoriser la pollinisation. Par la suite, toujours dans la fiche technique d'habitat favorable à la biodiversité, plus spécifiquement pour les coulées agricoles, c'est la densité moyenne par îlot d'arbres entourés d'une strate de végétation basse. Anciennement, c'était un arbre tous les 4 mètres carrés. Maintenant, ça va être plutôt un arbre tous les 6 mètres carrés. Donc, c'est un petit peu moins dense que c'était prévu initialement. Par la suite, concernant le paillis organique, ça concerne également les 3 fiches techniques. Anciennement, on inscrivait d'opter pour des copeaux de bonne dimension, les morceaux qui devaient avoir une certaine longueur minimale et maximale. Ça a été enlevé. Maintenant, ce qu'on propose ou ce qu'on demande, en fait, c'est que les matériaux qui sont retenus possèdent là, un temps de dégradation là, qui est supérieur à 3 ans ou qui sont renouvelés là, au besoin. Maintenant, concernant les plans de conception du MAPAC, là, je vous donne un exemple page par page pour le plan de conception sur les haies brise-vent. Donc, juste pour faire comme un portrait général, on a les 3 types de pratiques admissibles,
On a les haies agroforestières, les bandes riveraines et les habitats pour la biodiversité. Puis chacun de ces chapeaux-là de pratiques admissibles a une fiche technique et chaque fiche technique a son propre plan de conception qui lui est attitré. Anciennement, on avait un plan de conception qui pouvait contenir que 3 aménagements et contenait tous les 3 types d'aménagements sur un même plan, ce qui était très long et plus ou moins là, facile d'utilisation. Donc, page par page, puis dans le fond, les 3 plans de conception se ressemblent. L'idée générale se ressemble. Donc, là, c'est pour ça que je donne que l'exemple du plan de conception sur les haies brise-vent. Donc, à la première page ou la page là, que vous voyez là, à gauche là, avec la table des matières, ben là, vous voyez qu'il y a 5 aménagements possibles. Fait qu'il est possible de faire sur un même plan de conception 5 aménagements de bandes de haies brise-vent. Dans les renseignements généraux, ben ça, c'était déjà là dans l'ancien plan. Les avis importants étaient là aussi. Maintenant, ce qui a été ajouté, c'était le résumé des aménagements. Entre autres, là, si vous avez les 5 aménagements, ben, c'est d'inscrire le nombre de rangées, le nom des aménagements pour avoir le nombre d'arbres et longueur totale, là, etc. Mais ça, c'est plutôt administratif pour nous d'avoir l'information. Ensuite, on a la localisation. La localisation, dans le fond, on reprend les infrastructures qui sont proches autour de l'entreprise, qui sont sur l'entreprise et proches du lieu prévu là, de l'aménagement. Ensuite, on a le plan de localisation. Jadis, le plan de localisation devait être comme combiné ou un document supplémentaire à fournir. Maintenant, vous avez la possibilité simplement de l'intégrer dans le plan de conception. Et si vous avez plusieurs aménagements de haies brise-vent, c'est possible là, de toutes les mettre sur le même plan de localisation et de le transférer ou de l'intégrer directement dans le plan de conception pour la localisation. Maintenant, encore page par page, si on arrive au premier aménagement, c'est la photo qui est complètement à gauche. On vous demande des généralités, encore une fois, d'informations sur l'aménagement, l'objectif visé de l'aménagement. Ici, on s'entend que tous les aménagements ont l'objectif d'améliorer la biodiversité. C'est seulement que les haies brise-vent, bandes riveraines vont avoir puis même des îlots fleuris ou les bandes ou îlots boisés, on va avoir des objectifs spécifiques un petit peu différents, comme les haies brise-vent vont avoir l'effet de limiter l'effet du vent sur les cultures, va avoir aussi un effet sur contrer l'érosion. Fait qu'il y a la dérive des pesticides. Fait que l'idée ici, c'est de venir mentionner simplement quel est l'objectif visé de cet aménagement. Puis ça peut être plus d'un, mais le plus gros, ça serait de le choisir dans le choix là, de réponse. Et c'est sûr que l'objectif visé, ça va aussi vous permettre de choisir le bon aménagement, dans le sens où les critères d'admissibilité prévus pour les haies brise-vent, entre autres là, pour la distance entre les plans, la distance entre les rangées et tout ça, c'est prévu beaucoup plus densément, plus strictement aussi, parce qu'on veut une certaine densité pour avoir l'effet brise-vent, tandis qu'une bande riveraine, là, il faut que ça soit en bordure d'un cours d'eau nécessairement, mais la distance entre les plans, entre les rangs, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu moins restrictif à ce niveau-là, parce que l'effet voulu, ce n'est pas tant l'effet du vent. Et pour les bandes boisées, c'est la même chose. L'espace entre les rangs, c'est pas entre les rangs, mais entre les arbres ou entre les plants, c'est pas aussi canné parce qu'on n'a pas une densité ou une porosité voulue pour avoir un effet brise-vent. Fait que, bref, ça va venir de préciser le type d'aménagement ou l'objectif visé de l'aménagement. Par la suite, vous avez le petit tableau en bas de la figure, la première figure à gauche, là, zone tampon pour un milieu d'intérêt. Ça, c'est si jamais vous décidez de faire une haie brise-vent, par exemple, en bordure d'un lac. Bien, le lac, selon les définitions qu'on a, nous, dans la fiche technique, ce n'est pas un cours d'eau.
c'est plutôt un milieu d'intérêt. Donc, on va venir remplir ce petit tableau-là de milieu de zone tampon pour milieu d'intérêt. Par la suite, caractéristiques de sol. Puis juste avant, pour le plan d'implantation, c'est possible aussi de l'intégrer directement dans le plan de conception, mais vous allez voir plus loin aussi, si vous voulez seulement inscrire la séquence d'implantation, ça serait possible aussi, là. Donc, si on repasse à la photo suivante, dans le milieu, là, les caractéristiques du sol et préparation avant plantation et semis, mais ça revient à ce qui était inscrit, là, qui était prescrit dans l'ancien plan de conception. Par la suite, les dimensions. Les dimensions, ça, ou la section conception, là, si on veut, je vais viser ici, là, la section conception, tout ce qui est dimension, si localisé en bordure d'un cours d'eau, des fossés, l'entretien, type de haies, dérives de pesticides et tout ça. Dans toutes les fiches techniques, la section de la conception est très importante. C'est très important de retrouver la longueur, la largeur, le nombre de rangées, les superficies, d'avoir l'espacement entre les rangées, d'avoir l'espacement entre les plans, d'avoir aussi là, les distances par rapport au cours d'eau, s'il y a un espace prévu pour l'entretien. C'est super important d'avoir ces informations-là. Par la suite, la figure qui est complètement à droite pour la composition des végétaux. Ça également, ce tableau-là nous permet d'analyser, entre autres, là, si les pourcentages d'espèces non indigènes, le nombre de genres botaniques, le nombre de genres botaniques le nombre de plants d'un même genre botanique, bref, tous les critères prévus là, au tableau de conditions d'admissibilité là, pour les végétaux. Ce tableau-là nous permet de faire cette analyse-là. Là. Et ça, ici, c'est la dernière, à gauche, la dernière page du premier aménagement qui se termine là, justement là, par le choix de semences. Ça, c'est nouveau. On ne demandait pas ça avant, mais maintenant, si vous avez là, des mélanges de semences, on demande, là, entre autres, là, les informations du nom du mélange d'entreprise puis la qualité et composition du mélange. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, là, ici, vous avez la ligne là, séquence de plantation. Si vous ne voulez pas nécessairement insérer le plan d'implantation, vous pouvez inscrire la séquence d'implantation. Mais des fois, c'est plus visuel, puis c'est plus facile de l'écrire ou de le faire via une carte. Là, fait que faites-le comme ce que vous êtes le plus à l'aise. Et par la suite, il y a le paillage et protection des végétaux et l'entretien des aménagements. Ça, avant, il était inclus, il y avait comme un volet pour tous les aménagements. Maintenant, il est comme inclus ou intégré pour chaque aménagement. Parce que ce qu'on veut, entre autres, là, pour le paillage, ben, la section du paillage, c'est obligatoire, c'est pas peu importe là, que ce soit la culture, où est-ce qu'il se situe, le type d'aménagement, le paillage est obligatoire, puis on doit retrouver là, le type puis les dimensions pour le paillage. Puis aussi pour l'entretien, ben, ce qu'on veut, on ne veut pas un roman sur quelle date précise tel entretien va être fait, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une recommandation d'entretien des aménagements, donc l'irrigation, la fauche, puis que ça soit pour la première année et par la suite, qu'est-ce qui serait proposé. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'aller en détail, mais juste de démontrer qu'il y a une recommandation d'entretien pour les aménagements, que ce soit pour le contrôle de la mauvaise herbe, que ce soit pour une taille de formation ou on veut ces informations-là quand même. Puis par la suite, là, c'est ça, le fichier actuellement disponible, le plan de conception actuellement disponible sur le site du programme. C'est un format Word. Les trois proches, les plans de conception qui seront déposés sous peu, ce sera des plans PDF en format PDF. Et pour naviguer là, plus rapidement
entre les différents aménagements, soit si vous avez juste un aménagement par plan de conception, vous allez avoir l'option en bas là, de cliquer pour passer là, à l'aménagement suivant ou directement de passer à la signature. Puis dans le cas présent, vu que les aménagements là, 2 à 5, c'est une répétition de ce que je viens de vous montrer, je vais simplement passer là, à l'attestation et signature du plan de conception, de ne pas oublier de faire signer par le concepteur et le demandeur. Maintenant, pour les points généraux là, qui sont applicables là, à tous les aménagements, dans le cas d'un plan de conception qui est tout autre que ceux prévus par le MAPAC, parce qu'il faut se rappeler, c'est ce qui est inscrit là, je crois, au texte du programme, mais le plan de conception, les plans de conception du MAPAC sont fortement suggérés de les utiliser, mais ils ne sont pas obligatoires. Et si vous utilisez votre propre plan de conception, assurez-vous en premier lieu d'avoir sur votre plan de conception les informations généraux là, de l'entreprise, du conseiller qui fait la conception également, qui soit signé à la fin par les deux également. Puis, entre-temps, là, pour les aménagements plus spécifiquement, on doit avoir s'il y a eu des travaux là, de contrôle d'érosion qui ont été réalisés là, avant les travaux d'implantation, surtout pour l'érosion hydrique, en fait. Excusez-moi. L'érosion hydrique, en fait, pour les aménagements de bandes riveraines, bien qu'ils vont bien fait de stabiliser les berges, l'objectif de cette implantation-là ne sera pas le premier de venir corriger l'érosion hydrique. C'est pas conçu pour ça. Fait s'il y a de l'érosion hydrique, les problèmes doivent être corrigés avant le début des travaux d'implantation. Fait que si effectivement il y a un problème d'érosion, c'est juste d'inscrire que la problématique, les correctifs qui seront apportés et d'inscrire la date prévue là, des travaux qui doivent être nécessairement avant le début des travaux d'implantation de l'aménagement. Par la suite, la conception doit tenir compte des infrastructures présentes sur l'entreprise, les distances minimales. Ça, dans le fond, tous les plans toutes les fiches techniques ont une section localisation. Donc, ça serait de vérifier que ça soit respecté. Par la suite, il y a la conception là, qui présente les paillis là, admissibles. Encore une fois, je l'expliquais tantôt, c'est obligatoire là, pour chaque aménagement de s'assurer qu'il y a un paillage qui est prévu. Pour la conception, qui inclut des recommandations concernant l'entretien et le suivi, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut qu'on en ait pour la première année, puis par la suite, qu'est-ce qui sera prévu là, ou recommandé comme entretien. Ensuite, le nombre de végétaux non indigènes qui constitue un maximum de 25 du nombre total de plantes pour chaque catégorie. Puis ça, c'est vrai dans tous les aménagements. Donc, on veut un nombre de végétaux non indigènes, un maximum de 25 puis ça, les détails vont être prévus là, dans la section composition des fiches techniques. Plus spécifiquement pour les aménagements de bandes riveraines élargies et bandes de brisement, bandes riveraines élargies et bandes végétalisées en littoral. Assurez-vous que l'aménagement respecte les critères là, de la section 2, conception de la fiche technique. Là. Tout ce qui est distance avec les bâtiments, les largeurs de la haie, la largeur entre les rangées, les périodes de floraison, assurez-vous que ça, c'est présent sur votre plan de conception. Pour les bandes riveraines, assurez-vous que le positionnement par rapport à la limite du littoral est inscrit à votre plan de conception également. Par la suite, pour ce qui est des critères des végétaux, de la section composition, puis aussi, vous retrouvez souvent le tableau résumé des conditions d'admissibilité des végétaux pour la composition de l'aménagement. Vous avez ici l'exemple pour les bandes riveraines élargies. Vous avez le même type de tableau pour tous les aménagements et ça doit être respecté, puis ça doit être, on doit le retrouver dans le fond, les détails de ce tableau-là. Pas retrouver les détails du tableau, mais d'avoir
le respect de ces critères-là pour chacun des aménagements prévus. Pour ce qui est des bandes ou îlots boisés, encore une fois, c'est le même tableau que je parlais, qui est disponible là, pour tous les aménagements qui doivent être respectés. En plus, on doit prévoir une distance minimale de 50 mètres d'un boisé existant. C'est pour éviter là, le reboisement, des reboisements potentiels cachés. Là, donc, de prévoir un minimum de 50 mètres d'un boisé existant. Si vous avez des îlots et que vous en avez plusieurs, il faut qu'il y ait un 10 mètres entre les îlots pour faciliter prévoir des espaces de circulation, entre autres, là, pour l'entretien et aussi éviter le reboisement. Et avoir le principe du pas japonais, là, qui sont prévus, là, entre autres, dans les fiches techniques. Et pour la mise en valeur des coulées agricoles, il y a, pour le choix des végétaux, un minimum de 30 des plantes ligneuses qui est constitué d'arbustes. Il y a le fameux tableau également qui doit être respecté, puis aussi la densité des végétaux. Le semis de plantes à fleurs, les densités moyennes d'arbres entourées d'une strate de végétation basse. On doit retrouver l'information. On doit aussi avoir la densité maximale d'arbres et d'arbustes par hectare pour l'ensemble du projet également. On doit l'avoir. Ce que vous avez à l'écran, dans le fond, c'est les limites prescrites aux fiches techniques. Fait que c'est de donner, dans le fond, ce que vous prévoyez concevoir, là. Donc, voilà. Pour les bandes et îlots fleuris, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir un maximum de 70 de la superficie totale de l'aménagement fleuri qui est composé de vivaces, un minimum de 30 de la superficie totale des arbustes à fleurs ou des plantes pérennes enracinées. Fait que ça, encore une fois, c'est des limites. Nous, ce qu'on veut que vous ayez dans votre plan de conception, c'est que la preuve que ça respecte ces critères-là, dans le fond. Si c'est 60 vous inscrivez 60 Si vous avez un minimum de 40 bien, vous inscrivez minimum 40 par la suite, l'aménagement respecte les critères, encore une fois, le fameux tableau dont je vous ai montré l'exemple qui doit être respecté. L'aménagement inclut au moins 9 espèces différentes de plantes à fleurs, 3 espèces pour chaque période de floraison. Ça également, on doit pouvoir démontrer que vous avez les 3 espèces par période de floraison. Et l'aménagement doit être dans un milieu non cultivé et à moins de 100 mètres d'une parcelle cultivée. Puis finalement, pour les zones tampons, pour les milieux d'intérêt, la fiche technique utilisée, là, comme j'expliquais tout à l'heure, pour réaliser la zone tampon est inscrite au plan de conception. Puis, le milieu à conserver qui est également inscrit au plan de conception, comme j'ai donné l'exemple tantôt pour le lac. Par la suite, l'annexe biodiversité et l'attestation de conformité. L'annexe biodiversité, le fichier Excel qui est disponible sur le site du programme, doit être téléchargé, mais utiliser le même à 2 reprises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment de déposer la demande d'aide financière, vous avez à remplir l'onglet identification, l'onglet B1, coûts totaux du projet, colonne A. Ça se trouve à ce que vous voyez à l'image ici. La colonne A pour estimation des coûts de réalisation de l'aménagement. Et vous avez aussi à remplir l'onglet B2, qui est l'annexe biodiversité proprement dite. Et pourquoi on demande le B1, là, de remplir le B1? En fait, comme expliqué tout à l'heure, il y a seulement les dépenses d'achat d'arbres et d'arbustes qui peuvent faire l'objet d'une réclamation de dépenses. Cela dit, on a, puis de la manière, vu que c'est des montants forfaitaires pour les autres dépenses, on n'a pas le détail de ce que le demandeur va débourser pour chacun de ces items, dans le fond, de chaque matériau, les arbres, les frais professionnels, etc. Fait que le fait de détailler ces informations-là dans l'onglet B1, puis d'avoir l'estimation des coûts, que
demandeur risque de payer ou estime payer, et versus à la fin le coût réel de réalisation, bien, ça nous donne une information à savoir si les montants forfaitaires qui ont été établis sont adéquats. Fait que c'est avantageux de remplir ce tableau-là puis de le détailler. Donc, pour revenir à l'annexe biodiversité, quand vous déposez la demande d'aide financière, l'onglet identification, l'onglet B1, coûts totaux du projet, fait que vous détaillez les matériaux, l'estimation des coûts et vous remplissez la colonne A. Et quand vous êtes rendu à la remise de l'attestation de conformité, vous remplissez l'onglet B1, mais seulement, dans le fond, l'onglet B1, mais la colonne B. Dans le fond, c'est ce qui a coût qui vont être réellement déboursés par le demandeur pour la réalisation du projet. Et il va avoir l'attestation de conformité. Fait qu'en ayant un document qui est remis 2 fois, on a comme la suite du avant et après pour l'estimation des coûts. L'onglet B2, proprement dit, ça estime l'aide financière en lien avec les paramètres d'aide financière qui ont été prévus au texte du programme. Donc, vous avez, là, entre autres, là, il y a eu des petits problèmes avec l'annexe biodiversité par le passé. L'ensemble des problèmes devraient être résolus. Et vous devriez être en mesure de bien le remplir sans trop de problèmes. Si jamais il y a des problèmes qui persistent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On va faire les corrections et vous rediffuser le plus rapidement possible le nouveau document. Mais bref, c'est ça. Vous avez le choix, le type de végétaux, c'est un arbre, un arbuste, l'essence, genre botanique et espèces, le prix à l'unité inscrit, c'est le prix réel, le nombre d'arbres ou d'arbustes, puis ça vous inscrit dans le fond le montant qui vous serait donné là, pour ces montants-là, pour le nombre d'arbres que vous aurez prévu. L'annexe biodiversité est prévue pour 5 aménagements. Donc, si vous avez un projet de 25 000 m² de haies brise-vent que vous séparez en 5 aménagements, bien, vous divisez votre projet en 5 aménagements. Puis si vous avez un autre projet que pour X raison, c'est juste un exemple, mais si vous n'atteignez pas le 40 000 $ avec ces 5 projets-là, puis que vous souhaitez déposer d'autres projets de bande ou îlot fleuri, vous retéléchargez un onglet, excusez-moi, un annexe biodiversité et vous poursuivez dans le fond, vous rentrez les informations dont vous avez besoin pour les autres aménagements. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'atteinte du 40 000 $ admissible pour les projets de biodiversité. Ou sinon, c'est 5 aménagements par type d'aménagement. Puis, si vous avez, c'est ça, là, vous avez à télécharger un autre document, vous avez juste à inscrire suite ou numéro 2, juste pour qu'au niveau de l'analyse des projets, on soit capable d'identifier lequel va avec lequel. Puis les frais d'honoraires, nécessairement, bien, ils pourront être exigés ou financés seulement qu'une fois là, pour l'ensemble des aménagements là, des 2 annexes. Ensuite, dans le cas là, de bandes, par exemple, bande riveraine, haies brise-vent, tout ce qui est en bande finalement, là, vous inscrivez la longueur et la largeur ici. Nécessairement, vous sélectionnez le type d'aménagement que vous envisagez faire. Ensuite, pour les arbres isolés, si vous souhaitez là, justement ajouter des arbres implantés ponctuellement, bien, vous venez simplement rajouter le nombre d'arbres inscrits là, dans la case ici. Et si vous avez des îlots ou des bosquets, mais que vous avez plusieurs îlots ou bosquets de même diamètre, vous pouvez les intégrer le nombre d'îlots ensemble. Puis là, pour ça, vous avez seulement qu'à inscrire ici le diamètre des îlots
Et ici, le nombre d'îlots que vous avez de ce même diamètre-là. Nécessairement, si vous avez plusieurs îlots de taille différente, bien là, il faudra utiliser un second aménagement avec le diamètre, les diamètres qui sont différents dans le deuxième aménagement. Pour ce qui est des coulées agricoles, ici, ben, on fait un peu de géométrie, là, si on veut. Là, malheureusement, on voulait seulement une manière de faire pour tous les types d'aménagements. Ben, c'est ça. Ça fait que là, pour les coulées agricoles, si vous avez un espace qui est plus ou moins qui rentre plus ou moins dans le 10 mètres maximum ou de large ou de diamètre, ben là, vous pouvez faire un peu là, plusieurs îlots ensemble de même diamètre et faire une bande là, tout en respectant le maximum de large et le maximum de 10 mètres de diamètre. Par la suite, on serait rendu à l'onglet C, attestation de conformité. L'attestation de conformité, vous avez une section justification des modifications. Ça, c'est si jamais vous avez des modifications qui ont été aux originaux qui ont été faits entre ce que vous aviez prévu et ce qui a été réalisé, mais simplement d'inscrire qu'est-ce qui a changé. Sans nécessairement écrire un roman, on veut juste une trace de ce qui a changé par rapport aux originaux. Ensuite, il y a des petits changements au niveau de la localisation GPS des aménagements. Dans la version actuellement sur le site du programme, il y a, dans le fond, vous avez une grande option de dépôt de choix de format de fichier à fournir pour les coordonnées GPS des aménagements. Là, nous, on essaie tranquillement, pas vite, de venir justement uniformiser les documents ou les coordonnées qui seraient transmises, qui nous seraient remis. Donc, vous avez l'option des coordonnées GPS là, via Google, où il y a aussi InfoSol qui peut vous donner les informations. Et on accepte aussi là, les fichiers de type Shapefile pour la localisation des travaux. Ce qu'on demande aussi, c'est le numéro d'aménagement qui est visé, les coordonnées, la superficie de l'aménagement, puis s'il y a des commentaires, là, vous savez juste à les inscrire dans la colonne commentaires. Par la suite, toujours dans l'onglet attestation de conformité, vous avez le résumé des aménagements réalisés. Donc, dans la colonne de gauche, c'est ce que vous devez remplir. Dans le fond, c'est suite à la réalisation du projet, est-ce que j'ai toujours le même nombre d'arbres, j'ai-tu les mêmes espèces, ça a changé par rapport à ce qui était prévu. Puis, ce qui était prévu, c'est la colonne là, qui est à droite ici, planification de l'aménagement. Ça, c'est, dans le fond, une retranscription automatique de ce qui se retrouve dans l'onglet B2 de l'annexe biodiversité. Et puis ça, c'est une des raisons pourquoi on demande de télécharger et d'utiliser le même fichier que vous retournez 2 fois, parce que l'information suit. Et pour nous, c'est plus facile là, de faire une vérification, puis d'avoir une idée là, de qu'est-ce qui était prévu versus ce qui était réalisé, même au niveau de la demande de l'estimation des montants d'aide financière qui ont été donnés. Par la suite, le formulaire de réclamation pour l'achat d'arbres et d'arbustes. Actuellement, ce formulaire-là est donné en même temps que la lettre d'offre. Mais puisque pour la mesure 1.1.5, la mesure biodiversité, les seules dépenses qui sont à réclamer, c'est celles pour l'achat d'arbres et d'arbustes. Il n'y a pas d'autres dépenses, parce que les autres dépenses sont à forfait, à inscrire. On a décidé d'intégrer à même l'attestation de conformité l'information de réclamation pour l'achat d'arbres et d'arbustes. Si, quand vous allez recevoir la lettre d'offre, vous avez aussi un document de réclamation de dépenses, vous remplissez ce document-là. Mais si vous ne l'avez pas, c'est qui automatiquement va être disponible là, à même l'attestation de conformité de l'annexe biodiversité. Donc, voilà.
j'ai terminé la partie pour la présentation. Ce que je vous suggère, en fait, ce que je vous propose, là, c'est si vous avez des questions qu'on peut répondre tout de suite, on va le faire. Si vous avez des questions qui sont très spécifiques à un projet que vous voulez, dans le fond, que vous êtes en cours de conception, je vous suggère davantage de poser les questions aux répondants et accompagnateurs sectoriels qui ont été la liste que je vous ai proposée dès le départ. Puisque peut-être que ça va demander une analyse là, plus approfondie, plus poussée. Mais si vous avez des questions plus générales par rapport au texte du programme en lien avec la mesure, pour l'instant, ça va être le moment là, de répondre à vos questions. Puis sinon, comme je mentionnais au départ, si vous avez des questions plus officielles que vous aimeriez qu'on vous transmette un document plus officiel, d'inscrire votre question dans le Q&R du webinaire. Alors voilà, la parole est à vous. Oui, Sarah-Claude, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Dans les documents, ça demande vous devez demander un avis à la MRC pour les travaux en cours d'eau. Puis là, moi, la semaine passée, j'ai parlé à quelqu'un, puis elle me dit non, pas besoin, on s'en fout. Puis là, mais ça reste encore dans le document. Fait que là, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que en Estrie, nous, il n'y a pas de travaux dans les cours d'eau, là. Et fait que pour nous, c'est une démarche de plus. Puis même les MRC, on leur écrit, puis ils font comme pourquoi tu nous demandes ça, là, Oui, je comprends. En fait, si vous êtes capable, si vous savez qu'il n'y a pas de travaux, là, que le cours d'eau ne fait pas l'objet d'entretien ou quoi que ce soit, ben c'est tout, là. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais c'est juste que pour certains cours d'eau qui ont été aménagés via plein de devis d'ingénieurs, il y a des entretiens qui sont prévus, là, qui vont nécessiter de la machinerie lourde dans le cours d'eau, puis qui pour enlever les sédiments, entre autres, ce qui peut mettre en péril là, dans le fond la pérennité de l'aménagement. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. La vérification est faite, vous passez à d'autres choses. C'est juste qu'il faut que vous vous assuriez qu'il n'y ait pas cet entretien-là parce que ça peut créer, là, ça pourrait venir mettre en péril la pérennité de l'aménagement, ça pourrait le détruire, les végétaux, etc. Mais la vérification doit être faite de votre côté. Si vous n'en avez pas, ben vous n'en avez pas. C'est tout. Il n'y en a pas besoin de... Ça dit comme d'avoir comme un avis. Fait que dans le fond, si on a une réponse de comme non, c'est beau, fait qu'on n'a pas besoin de remettre un avis. Non. Là. C'est ça. Non. Okay. Deux autres questions. C'est quelle référence que vous utilisez pour être considéré comme indigène? Là? Mettons, le noyer noir, il est indigène en Ontario. Le fèvier aussi est indigène en Ontario. Là, ça serait considéré comme indigène ou non, vous le considérez pas? Il faut que ce soit vraiment au Québec pour que ça soit considéré indigène. Une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas, Vanessa, moi, j'aurais tendance à dire que c'est correct, là. Oui, on utilise VASCAN, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est au Canada, moi, c'est correct. OK, Canada. OK. Puis pour quand vous dites les saisons de floraison, vous dites 3 saisons de floraison, mais c'est sujet à interprétation parce qu'il y en a qui fleurissent. C'est quoi pour vous le printemps, l'été, l'automne? Puis s'il y en a une qui s'étale sur l'été puis l'automne, est-ce qu'on peut la compter 2 fois dans chacune des saisons? Ou... Bien, c'est ça. Vous avez 3 périodes de floraison, puis vous devez avoir 3 espèces par période de floraison, ou 9 au total. Fait que si vous en avez une qui s'étale, ben c'est tant mieux, mais vous devez en avoir quand même 3 par période de floraison et 9 au total. Ça répond-tu à ta question? Oui, plus ou moins, mais je veux laisser les autres poser leur question aussi. Oui, bien c'est ça. Ce qu'on veut, c'est avoir de la nourriture pour les pollinisateurs tout au long là, de la saison, là. Des 3 saisons.
Fait qu'on veut 9 espèces au total, 3 par période de floraison. Fait que si tu as 3 espèces l'été, tu as 3 espèces pour l'automne, 3 espèces au printemps, c'est ça qu'on veut. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est offrir une nourriture qui est diversifiée aux pollinisateurs parce que chaque plante va avoir une composante en mellifère ou en pollen qui va être différente de l'une à l'autre. Fait que c'est s'assurer que les besoins vont être comblés le plus possible. Puis sinon, la période, sinon, c'est qu'on essaie de couvrir le plus possible, c'est de avril à novembre. Mais on sait que pour avril et novembre, il n'y a pas tant de plantes que ça qui vont fleurir. Fait que c'est pour ça que c'est quand même large printemps, été, automne, là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ou Non, on c'était passe bon. à une autre question? Merci. Donc, la prochaine personne, c'est Julie Belfroy. Attends un petit peu, Julie, le son n'est pas activé tout à fait encore. Excuse-moi. OK, là, je pense que ça marche. Oui, super. Oui, Merci. bon, désolé. OK, donc là, les changements sur les fiches techniques, est-ce qu'ils sont en ce moment sur le site? Si je vais chercher les nouvelles fiches techniques, les changements sont là? Ils ont été transmis hier matin. Fait que là, à savoir s'ils ont été déjà déposés, ça devrait être très prochainement dans les prochains jours, mais à l'heure où est-ce qu'on se parle, je pense que c'est encore les anciennes versions. Mais vous pouvez quand même prendre pour acquis ce que je vous ai proposé là, comme modification. OK. Bien là, c'est ça, je ne les ai pas toutes notées, mais une chose que j'ai notée, là, dans le fond, quand vous parliez des aménagements des bandes ou d'îlots fleuris, là, vous dites dans un milieu non cultivé, mais en fait, c'est soit dans une bande îlot fleuri en bordure de champ ou intercalaire, ça reste. Mais oui. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est la distance de la parcelle cultivée qui a changé là, dans cette petite notion-là. Là. C'est ça, je comprends? Oui. Okay. Donc, c'est 50 mètres au lieu de 100 mètres. C'est 100 mètres. C'est 100 Moins mètres. de 100 mètres. Ça... OK, mais c'est comme... Moins de 100 mètres d'une parcelle cultivée. C'est pas ça qu'il y avait dans l'ancienne fiche? En tout cas, c'est ça que j'ai dans celle c'est juste parce qu'il me semble que ça... En fait, c'est juste qu'il manquait, pour X raison, là, une raison obscure que je n'explique pas, mais il manquait cette note-là pour les bandes et îlots fleuris seulement. Mais il était inscrit aux bandes ou îlots boisés, il était inscrit pour les coulées, il était inscrit pour les bandes riveraines, il était inscrit pour les haies brisantes. C'est juste, ça a skippé, mais juste pour les bandes ou îlots fleuris. Fait que ça a été ajouté là, mais c'était là avant. Mais dans le fond, ma vraie question, c'était qu'on peut encore faire des bandes fleuries dans des milieux cultivés. Là. Ben, c'est non cultivé. C'est non cultivé. Il faut que ça soit dans un milieu non cultivé. OK. Donc, un producteur de grande culture ne peut pas décider d'enlever 2 rangs de maïs pour se faire une bande fleurie dans son champ. Si on est dans les milieux. Parce que là, en ce moment, dans la fiche technique, là, on a 2 exemples de projets. On a les aménagements bandes fleuries en bordure de champ ou intercalaires de culture. Mais, tu sais, c'est pas rare là, qu'il y a des producteurs qui vont skipper un rang pour se faire un aménagement fleuri. Fait que là, on est dans une zone de culture. Ce que j'aurais envie de te dire, c'est que est-ce que l'année d'après, pour ton champ de maïs, la bande va être rasée pour faire du maïs? Ou ben là, on est juste dans une bande permanente. Moi, je comprends que si on est dans une bande permanente, elle va rester là. Là. C'est ça, dans le fond, l'important. Là. C'est ça. OK. Parfait. OK. Dernière petite question. On parle d'espèces indigènes. Avant, ça disait indigènes ou naturalisées à fleurs. Est-ce qu'on est encore dans ce range-là? Là? Le 25 c'est indigène et naturalisé. Le 25 maximum, c'est des espèces non indigènes. OK. Fait que ça veut 75 d'espèces naturalisées ou indigènes. C'est ça. Fait que le naturalisé marche encore avec la fameuse liste. Là, ça n'a pas changé. OK. Merci. Ça répond à mes questions. Vanessa, est-ce que tu peux baisser la main à Sarah-Claude, juste pour être sûr qu'on a... À moins que Sarah-Claude ait une nouvelle question, là.
Merci. Oui, donc Célia Conway pour la prochaine question. Oui, allô. J'avais plusieurs questions là, quand même. Surtout le 50 mètres d'un boisé là, dans les aménagements de biodiversité, d'où ça sort? Parce que ça fait pas de sens. Puis c'est très, très restreignant en Estrie, là, parce que tout est entouré de boisés. Oui, mais en fait, c'est pour éviter le reboisement, là, le reboisement caché. C'est sûr que est-ce que ça pourrait être revu à la baisse dans la prochaine mouture? Moi, je te suggérerais peut-être de faire une proposition là, au conseiller ou répondant ou accompagnateur sectoriel si tu penses que ça n'a vraiment pas de sens, que ça pourrait être évalué. Mais pour l'instant, c'est 50 mètres d'un boisé existant. Oui. Parce que, tu sais, oui. Ben, la demande, c'est déjà mentionné, là, puis je pense que je vais lui donner un petit break là, de mes commentaires. Parce que mais c'est ça, tu sais, le 50 mètres, surtout en Estrie, c'est comme il y a des champs qui font 50 mètres de large entourés de Ouais. boisés. Fait que c'est Oui, sûr je que comprends. là, pour nous, c'est d'essayer de faire passer notre aménagement comme une haie. Tu sais, il faut comme changer un peu tout, puis c'est que ça marche pas pour la connectivité écologique, là. Fait que je comprends que Oui, c'est pour éviter le reboisement, mais il faudrait que ce soit juste comme une notion différente, là, que 50 mètres d'un boisé, parce que ça marche je, vraiment pas. je comprends. Mm. Fait que c'est ça. Fait que je vois que cette année, ça changera pas, là. En ce moment, il Non, faut travailler avec cette notion-là. exactement. Oui. OK, parfait. Sinon, je me demandais pourquoi dans le dossier technique, dans la section composition, on a déjà comme les proportions puis les pourcentages des végétaux. Puis après ça, c'est redédoublé, la même question, mais légèrement nuancée, de proportions entre les arbustes. Puis après ça, les proportions, mettons, entre les vivaces pour le genre puis l'espèce. Fait que moi, je trouve ça fatigant de réécrire comme la même chose 2 fois, puis je me demandais si ça ne serait pas possible de le faire dans un fichier Excel, que ça se calcule tout seul, parce que là, moi, j'ai tous mes fichiers Excel de mon bord, là. Oui. Tu sais, le plan de conception, vous pouvez le faire là, vous-même, là. Ce qu'on veut ultimement, c'est que le tableau dont je discutais là, tout à l'heure, que je suis revenue à quelques reprises, que tu sais, le tableau qui est, ben, si je peux le montrer, ce tableau-là, tu sais, ultimement, pour chaque aménagement, ce tableau-là, c'est comme faut que vous modifiez. Il faut que vous soyez capable de démontrer que vous respectez ces critères-là. Si vous utilisez votre propre plan de conception, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, là. Je veux dire, vous pouvez l'inscrire comme vous voulez, mais il faut que vous démontriez que vous avez le nombre de genres botaniques minimal pour les arbres, pour les boutures. Ça, c'est l'exemple là, pour les bandes riveraines, mais vous avez les mêmes critères ou qui sont sensiblement les mêmes là, dans tous les autres aménagements. Fait que c'est à ça. Fiez-vous sur ça pour, si vous Ouais. utilisez votre propre plan, là, que qu'on ait ces informations-là. Puis si je le fais moi-même, est-ce qu'il faut que ce soit écrit en pourcentage ou si juste le nombre de végétaux, vous allez être capable de faire le calcul après? Je serais capable de faire les calculs, mais si Ouais. c'était possible d'écrire le pourcentage, ce serait Ouais, déjà bien. parfait. Puis OK, c'est fait que je aussi vais que s'il faut l'intégrer comme ça. retenir, c'est que c'est déclaratoire. Tu sais, je veux dire, on veut. Tu sais, si vous dites c'est 50 je veux dire, mettons, moins de 25 pour les plans forestiers, bien, il faut qu'il soit de 25 ou moins. Il faut qu'on soit capable de le démontrer. Fait que à l'analyse des projets, eux autres, c'est sûr que eux, ils passent la grille d'analyse. C'est pas eux qui vont interpréter la qualité des aménagements. On se fie sur vous autres, les concepteurs, pour ça. Mais il faut quand même que, pour faciliter l'interprétation de l'analyse, que ces pourcentages-là ou que ça soit clairement identifié dans vos plans de conception. Parfait. Puis sinon, j'avais des questions par rapport, à la demande d'aide financière générale. Mhm. Si j'ai un producteur qui est déjà relève au niveau du réseau,
le réseau AgriConseil, est-ce qu'il faut qu'on renvoie les preuves qui relèvent quand on fait la demande à Prime Vert aussi? C'est une bonne question. Tout ce qui est, je te dirais, demande d'aide financière, le formulaire de demande d'aide financière, c'est plutôt une autre direction qui s'occupe de ça. Je ne sais pas, Vanessa, est-ce que tu peux prendre en note la question, puis on va le mettre dans le Q&R pour que vous ayez une réponse. Est-ce que ça va? Oui, puis généralement, quand je ne suis pas sûre, je fais juste envoyer les documents pour comme faciliter le traitement puis tout, là. En cas de doute, là, Oui, c'est ça. Puis je me demandais aussi pour les demandes, quand on a du financement externe, comme là, nous, en Estrie, en ce moment, il y a PEPTA, puis comme ALUS qui s'en vient, puis ça, il l'a déjà en Montérégie. Puis souvent, les montants ne sont pas définis avant les travaux, parce que souvent, ça va être un montant comme un pourcentage du reste qui va être subventionné. Fait que je me demandais, est-ce qu'il faut que je l'écrive comme demande, comme aide financière? Est-ce que je peux juste ne pas l'écrire? Puis si je l'écris, tu sais, moi, j'avais écrit en commentaire, tu sais, que les montants allaient être déterminés plus tard, là. OK. En fait, une fois que vous avez le montant d'aide financière estimé avec l'annexe biodiversité, c'est le montant résiduel qui peut être financé dans le cadre d'un autre programme. Je me suis fait poser la question, là, mais oui, c'est vraiment le résiduel qui peut faire partie d'un autre financé par rapport avec une autre aide financière, finalement. Puis sinon, il faut le déclarer, effectivement, là. OK, mais vu que c'est sur le résiduel, j'aurais pas besoin de le déclarer. Si c'est sur le résiduel, garde des traces au cas où, mais si c'est sur le résiduel, c'est correct. OK, parfait. Bon, ça va être plus simple de même, je vais juste pas écrire, parce que vous n'allez pas avoir plus d'infos, là, parce que j'en ai pas sur le montant qui va être versé. Fait que je pense que ça faisait pas mal. Ah oui, la dernière question qui avait été aussi posée dans le chat, j'en profite le temps qu'il y ait. Arbres fruitiers et à noix, pour les pourcentages. Tu sais, qu'est-ce qui est considéré fruitier, puis à noix? Parce qu'il y en a plein qui sont fruitiers, mais pas de commerce nécessairement. Tu sais, comme le sureau, genre, il y en a qui font le commerce de ça, mais c'est vraiment intéressant pour les oiseaux. Fait que, tu sais, si je mets tous des arbustes fruitiers, mais très marginaux, est-ce qu'il faut que ce soit quand même respecté dans le pourcentage? Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Je comprends que c'est pour pas faire des vergers, là, mais Oui, effectivement, là, il y a l'aspect, tu sais, que tous les projets qui visent la récolte commerciale ne sont pas soutenus par la mesure. Mais autrement, si c'est un arbre considéré un arbre fruitier, il faut que ça soit 50% et moins. Puis là, à savoir qu'est-ce qu'on entend par arbre fruitier, j'avouerais que Vanessa, as-tu un complément d'information? Moi, si c'est un arbre. Mais dans le fond, Ouais. quand ça avait été mis en place, c'était vraiment pour les grandes cultures commerciales. Donc, l'aronie n'avait pas été, mettons, compris là-dedans. Mais peut-être que dans une autre version plus tard de Prime Vert, ça pourrait être effectivement mieux clarifié pour moins laisser place à l'interprétation, là. Oui, ouais, effectivement. en ce moment, on se garde en tête, mettons, les grandes familles, genre pommes, framboises, puis Ouais. mûres, mettons, les bleuets, puis Oui. Tout ce qui pourrait viser une récolte commerciale, finalement. il y en a des vergers de sureau, mais c'est plus rare. Puis l'aronie, c'est pas particulièrement intéressant non plus pour nous, sauf en sirop, là. Fait que... Mais c'est super intéressant pour les oiseaux et la biodiversité. C'est pour ça que je pose la question, là. Fait que ça faisait pas mal le tour de mon côté. Parfait, merci. Merci. Donc, la prochaine question va être pour Charles Lucier. Il faut que tu mettes ton micro vert. Tu serais supposé être capable de le mettre. Tu serais supposé capable de le mettre en haut, là,
à côté de quitter. Est-ce que tu vois le micro? Ce qui marque que c'est... Vous seriez supposé d'être capable de l'activer vous-même, le micro. Ça peut. Est-ce que c'est une question que vous pouvez poser dans le chat peut-être? Parce que de notre côté, on peut pas. On a activé votre micro. Vous devriez être capable de l'activer de votre côté aussi. On va pas. Prenez le temps là, de vérifier ça, puis on va passer aux questions du chat, Vanessa. Oui, pas de problème. Donc, la première question, c'est bonjour, est-ce que cette présentation sera disponible après la formation? Donc, oui, après la formation, là, il faut qu'elle passe au com et tout ça. Fait qu'il faut prévoir quelques jours de délai, là, mais dès qu'elle est disponible, là, on va vous transmettre le lien ou vous recevez la notification là, via de la chaîne YouTube. Parfait. Mais le plus rapidement possible, c'est certain. La deuxième question, 5000 m², ça s'applique aussi pour les brise-vents. Dans ce cas-ci, ce serait maximum 1667 mètres de brise-vent. Les 5000 m², c'est par aménagement et vous pouvez faire 5 aménagements de 5000 m². Donc, 5 fois dans vos plans de conception, ou dans l'annexe biodiversité aussi, vous faites 5 aménagements de longueur et de largeur qui va jusqu'à 5000 m² et 5 fois ça, jusqu'à l'atteinte du 40 000 $. Fait que vous avez la possibilité de faire 25 000 m² de haies brise-vent. Parfait, merci. Monsieur Lucier, est-ce que votre micro, ça fonctionne mieux? Non, il est encore... Parfait, vous allez l'écrire. Parfait. On va passer à la prochaine question, puis après, on ira à la vôtre. Pouvez-vous préciser quel type de facture faut-il présenter avec la demande? La facture, ça a été facture pour l'achat d'arbres et d'arbustes. Dans le cas de projets de type clé en main, des fois, ça peut arriver là, que ça soit, mettons, le conseiller ou l'entreprise qui fait le clé en main, qui achète des projets, qui achète des arbres en gros, là, des grosses quantités, puis qui après ça redistribue les arbres là, selon les projets qu'il a. L'important, là, ça serait d'avoir le prix payé là, par l'entreprise qui a fait le clé en main, puis aussi l'entreprise qui les a vendus. Hein. Ou sinon, si vous avez directement la facture pour l'achat d'arbres et d'arbustes, bien, ça serait de remettre ça. Puis quand on dit là, c'est vraiment les arbres et les arbustes, c'est pas. Il n'y a pas d'autres dépenses que ça, là. Ouais, pour les factures. Merci. Monsieur Lucier, est-ce que vous arrivez à l'activer maintenant? Si jamais ça s'active, vous prendrez la parole, puis on saura à ce moment-là que ça a fonctionné. Autrement, on va continuer à enchaîner les questions. Si ça te va, Vanessa. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, la prochaine question serait de Jean-Claude Laroche. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Moi, c'est dans le même sens là, avec les végétaux, les fournisseurs de végétaux. C'est quoi qui est un fournisseur approuvé? Parce que là, vous avez une couple de critères là, assez précis en lien avec ça. Mm-hmm. Puis, c'est un peu ça mon questionnement. Est-ce que je suis obligé de faire affaire avec une pépinière commerciale ou, par exemple, nous autres, on est un organisme de bassin versant, on fait de la production d'arbustes à l'interne. Est-ce que je pourrais utiliser ces végétaux-là qui sont locaux, qui sont adaptés à
à ce qu'on est en train de faire. Le même principe, si j'achète des végétaux qui sont en gros, est-ce que je peux les conserver pendant un certain temps? Si je les conserve pendant un certain temps, j'ai des frais associés avec ça, d'arrosage, de repiquage, ce genre de trucs-là. À quel point je vais avoir des problématiques là, pour réclamer après ça là, ces éléments-là. Là. Parce que si j'achète des végétaux au printemps, par exemple, en PFD, que je les retransfère en gallons dans le courant de l'été pour avoir des végétaux qui sont plus gros, puis que je les replante à l'automne, si après ça, je peux juste faire réclamer le prix du PFD que j'ai acheté au printemps, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est un peu ça mon questionnement. OK. Il y a plusieurs éléments, je pense, dans ton questionnement. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est l'entreprise spécialisée, comme la pépinière, oui, ou une entreprise que sa vocation première, c'est la production de végétaux, se spécialise dans la production de végétaux. Ça sera ça qu'on va vouloir comme entreprise. Si vous produisez vous-même vos arbres et que vous vous chargez après cette production d'arbres-là, là, il pourrait y avoir un problème parce que dans le fond, l'objectif, parce que c'est un organisme de bassin versant, je ne sais pas si votre organisme, ton but premier, c'est la vente. C'est la vente là, de végétaux là, pour en retirer des frais, mais en même temps, si c'est vos propres végétaux, théoriquement, vous ne seriez pas supposé de réclamer les frais. Mais c'est une bonne question. Je pense que ça vaut la peine là, d'aller s'interroger plus en profondeur. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact avant de répondre là, officiellement, Jean-Claude. Mais tout ça pour dire que théoriquement, si vous achetez des végétaux dans une entreprise spécialisée puis que vous les revendez, vous pouvez déclarer les végétaux. Mais si vous ne pouvez pas déclarer des végétaux que vous produisez vous-même, donc, mais là, vous êtes un organisme de bassin versant, oui. Je pense que Vanessa prend-la en note, puis on viendra le préciser là, un petit peu plus là, la réponse à donner. Mais je ne sais pas si j'ai pu répondre en partie à la question, Jean-Claude. Une réponse partielle. Là. J'ai bien de la difficulté à avoir une réponse claire par rapport à cet élément-là. J'ai une autre question en lien d'un autre ordre d'idée, mais avec les végétaux. Moi, normalement, quand je fais des reboisements, surtout pour les arbustes, je vais avoir tendance à mettre des bosquets d'arbustes. Donc, 2, 3, 4 arbustes collés ensemble. Et puis là, dans les paramètres que j'ai vus, on n'a pas le droit de mettre plus qu'un arbre ou arbuste au 1,5 mètre. Alors que moi, normalement, je vais mettre 2 ou 3 arbustes dans 1 mètre carré. Le programme n'est pas monté de cette manière-là actuellement, là, fait que ça m'amène des problématiques de réalisation de projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes ouvert à regarder? Est-ce que le programme il va éventuellement être changé dans ce sens-là? Bien, c'est sûr que tout ce qui est paramètres d'aide financière, puis de la manière. Nous autres, on s'en va vers une simplification du dossier technique. Là, c'est le mot d'ordre là, de nos orientations, de nos autorités, excusez-moi. C'est le mot d'ordre, la simplification et tout ça, à savoir comment on pourrait simplifier là, la manière d'intégrer les végétaux, comme vous l'avez dit. Moi, si vous y allez avec un diamètre plutôt que d'y aller en arbre isolé, peut-être que vous seriez capable d'avoir quelque chose ou de faire des arbres isolés. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez, là, dans l'annexe biodiversité, d'y aller en diamètre plutôt que d'y aller en nombre d'arbres. Non, je ne comprends pas l'élément de la nuance. Il va falloir que j'aille regarder ton formulaire sur les éléments de diamètre par rapport au nombre de plants. Ici, là, quand vous regardez le diamètre, parce que vous avez le choix ici d'avoir des arbres isolés. On considère que c'est 6 mètres carrés pour le travail du sol, l'implantation et tout ça. Ça va être 6 mètres carrés par arbre. Mais si vous allez ici par le diamètre d'îlot,
si vous marquez le nombre, puis dans le choix ici, vous avez simplement marqué le nombre d'arbres que vous avez dans votre îlot. Donc là, votre exemple tantôt, c'est que vous aviez 2, 3, 4 arbres. C'est ça, par exemple, moi, j'avais des arbustes. Je mets 3 arbustes dans 1 mètre carré. Fait que là, j'aurais un îlot d'1 mètre carré avec 3 arbustes à l'intérieur. Parce qu'ailleurs, dans le formulaire, c'était écrit qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un arbuste ou un arbre au 1,5 mètre. Donc là, moi, je mettais 3 arbustes dans le même îlot de 1 mètre, si on veut. Là. Ça, c'était dans la fiche technique pour les bandes ou îlots boisés? Non, c'était dans la bande riveraine élargie, par exemple, ou brise-vent. C'est pas les mêmes spécifications. Il faut utiliser la fiche technique sur les bandes des îlots boisés. Vous n'aurez pas cette limite-là. OK. Je vais essayer de comprendre cet élément-là. Je vais le relire. Parfait, ça marche? Oui, c'est ça. Allez lire la portion bande ou îlot boisé de la fiche technique sur les aménagements de biodiversité. Parfait, merci. Et puis, j'ai une dernière question en lien avec là, les montants qui sont attitrés là, au mètre carré. Moi, j'ai de la difficulté à rencontrer ces chiffres-là aussitôt que j'ai des végétaux qui sont un petit peu gros. Par exemple, si je plante des végétaux d'1 gallon, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, beaucoup plus de préparation que, par exemple, planter du PFD. Donc, je me retrouve avec des difficultés là, de rencontrer ces standards-là. Est-ce qu'il y a moyen de réviser ces éléments-là pour être capable au lieu que le montant au mètre carré, ben peut-être qu'il est pas assez peut-être qu'il est trop cher pour quelqu'un qui installe du PFD, mais quelqu'un qui installe du gallon ou du 2 gallons, c'est une autre game. Puis ça n'a pas été pris en considération. Je ne sais pas si je suis le premier qui vous parle de cette problématique-là. Bien, c'est sûr que c'est d'où là l'importance d'aller remplir là, les informations là, de l'annexe de l'onglet B1 de l'annexe biodiversité, de venir détailler les prix que vous payez réellement et non ceux qui sont prévus en fonction des paramètres financiers du programme. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, parce que vous avez le programme qui prévoit des montants forfaitaires, puis vous avez le demandeur qui prévoit des dépenses réelles ou estimées pour son aménagement. Puis en détaillant les prix payés, par exemple, pour des végétaux comme les 1 litre, les 1 gallon, comme vous mentionnez, ça nous donne payé, estimé versus payé, ça nous donne une indication pour les montants forfaitaires, s'ils sont adaptés ou pas. Ça se peut tout à fait que les montants forfaitaires pour les pots ne soient pas adaptés. Ça va faire partie de nos discussions là, pour le renouvellement du programme. On en prend note. Parfait, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, ça fait plaisir. Oui, donc la parole va pouvoir être à Madame Julie Belfroid. Oui, juste un petit complément là, pour bien comprendre là, quand les autres là, parlaient de prix des arbustes. Là. C'est moi, ça m'arrive là, quand j'ai, mettons, 3 producteurs, là, 3 projets en même temps, que c'est le Duraclub qui achète les végétaux, puis là, après ça, ben, on fait une facture. Puis là, c'est sûr que dans ce temps-là, ben, j'ajoute un frais de transport là, aux arbustes. Fait que là, ça causerait un problème. C'est ça que je comprends. Là. Non, pas nécessairement, parce que vous, dans le fond, votre objectif ultime, c'est pas la production et la vente d'arbres et d'arbustes. Fait que vous achetez en gros et vous revendez. Vous avez des frais attachés à, mettons, pour l'entreposage de vos végétaux. Mettons, c'est correct là, et tout ça. Là. Ouais, mais okay. ça, c'est correct. Mais ce qu'on veut avoir comme facture, ce qui ne serait pas correct, en fait, ça serait que l'entreprise, une pépinière, fasse la conception puis vende ses propres végétaux. Okay. Ça ne serait pas accepté. Il faut que, c'est bien écrit au texte du programme, le conseiller doit être dissocié de la vente de produits. OK? Fait que votre facturation, il faut qu'elle soit faite au nom du demandeur, puis il faut que vous ayez le prix que vous avez vendu les arbres au demandeur.
Si les arbres ils viennent d'une pépinière que vous avez acheté en gros, idéalement, vous devriez avoir le nom de l'entreprise sur la facturation où est-ce que vous avez pris les arbres, avec les quantités puis les prix payés aux demandeurs. Ça, c'est si vous me demandez des vérifications, par exemple. Il faudrait que je le fournisse automatique. OK. Bien, c'est sûr qu'il y a le 2500 minimum. Là. Si ça est 2500 ou supérieur, la facture est automatiquement demandée. Sauf que c'est vous seriez mieux d'emblée de toujours garder une copie de vos factures. Pareil pour tout ce qui est en lien avec l'aménagement, au cas où il y aurait des vérifications. Oui. C'est bon. OK. Des traces. Gardez-vous des traces. C'est beau. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on prend une dernière question, Juliane? On peut continuer à prendre des questions jusqu'à midi. Oui. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas, je vais y aller avec le chat. Oui. Pour la bonification en biologique et la relève, dans l'annexe, c'est 85 %, mais c'est désavantageux. Je voudrais 70 % pour les végétaux. Oui, Sarah-Claude, je vais activer le micro. Vas-y. Oui, c'est ça. C'était ma question, mais finalement, c'est beau. Je me suis auto-répondu. Finalement, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Okay. Est-ce que je passe à une autre question? Tu en avais une autre? Non, c'est beau. Parfait, merci. Donc, la prochaine question. Est-ce qu'il faut remplir un plan de conception pour chaque type d'aménagement? Vous avez une bande riveraine, une haie brise-vent, un îlot fleuri. Vous devez remplir le plan de conception. Bien, si vous utilisez les plans de conception du MAPAC, vous devez remplir le plan de conception haie brise-vent, le plan de conception bande riveraine et le plan de conception habitat favorable à la biodiversité pour les bandes ou îlots fleuris. Oui. Prochaine question. Quels documents exactement sont demandés pour la bonification? C'est une bonne question. Il faudrait regarder sur le formulaire de demande d'aide financière. L'information serait supposée d'être écrite, les documents nécessaires à fournir pour la demande, entre autres pour la bonification. Fait que référez-vous à ça. Si jamais vous ne trouvez pas l'information, référez-vous au conseiller ou le répondant puis accompagnateur sectoriel de votre région. Mais théoriquement, l'information serait supposée d'être là. Parfait. Vous devriez rajouter le genévrier aussi pour les vergers, il me semble. J'imagine que c'est dans les espèces à faire attention pour la question. Je ne sais pas si Sarah va vous donner plus de détails. Vas-y. Oui, c'est ça. Mais semble, je pense justement que c'était Julie Bellefroy qui me l'avait dit. Là, mettons, dans le coin de Frelichburg, là, il ne faut pas planter de genévrier parce que ça peut amener des problèmes au verger. Puis c'est vraiment important. Là. Fait que là, vous disiez les rosiers, mais rendu là, pourquoi vous ne rajoutez pas les genévriers, mettons? Oui, effectivement. Écoute, les fiches techniques sont très normées, mais sont très larges aussi. On essaie le moins possible de rentrer dans des précisions, des spécifications, justement pour éviter ça. Ce qu'il faut retenir ultimement, c'est qu'en tant que concepteur, vous devez vous assurer que vos végétaux ne seront pas des hôtes pour des maladies, qui ne seront pas incompatibles avec les cultures adjacentes. Fait que toutes les espèces qui peuvent créer des problématiques, que ce soit pour les vergers ou les autres cultures adjacentes, que ce soit pour l'aménagement en soi, le choix des végétaux doit prendre en considération ces éléments-là. Parce qu'il faut le rappeler que, mis à part au moment de l'implantation, qui peut avoir un traitement phytosanitaire, fertilisation ou
des pesticides pour le contrôle de la végétation. C'est le seul moment où est-ce que les aménagements de biodiversité peuvent avoir un traitement phytosanitaire. Fait que si par la suite, vous n'avez pas prévu en conséquence les végétaux en fonction justement des incompatibilités ou de la présence des incompatibilités des cultures adjacentes ou les espèces qui sont vecteurs de maladies ou de vous allez perdre finalement un peu l'efficacité ou l'objectif de votre aménagement, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est de la responsabilité du concepteur de vérifier à ce que le choix des espèces, dans le contexte dans lequel il va être, va permettre la pérennité de l'aménagement sans nuire à ce qui est autour. Fait que dans le fond, d'avoir rajouté les rosacées sans nécessairement nous faire confiance comme un concepteur, ben c'était parce que vous avez eu des problèmes pas mal par rapport à ça ou? C'est que la problématique des vergers, c'est quelque chose qui a été très discuté, nous autres, à l'interne, là, avec le soutien à l'expertise pour la mesure. C'est quelque chose qui a été soulevé, qui a été beaucoup discuté. Puis, il fallait trouver un moyen, justement, d'avoir Puis, c'est pas une question de confiance ou pas, mais c'est une question qu'il fallait pointer, de faire attention aux vergers qui sont à proximité. Puis les rosacées contenaient une bonne majorité là, des espèces qui peuvent poser problème aux vergers commerciaux. Fait que c'est vraiment, dans le fond, le but, c'était pour ça, là, de venir essayer d'encadrer un petit peu plus tout ce qui touche les vergers commerciaux pour éviter qu'il y ait des pertes financières de ces entreprises-là qui seraient très ordinaire, disons-le. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est bon. C'était juste, j'imagine que c'était un peu pour soulever un peu la problématique. Fait que ça nous lève un drapeau, là. Ouais. Voilà, parfait. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Il est 12h01. 12h01, parfait. Fait que toutes les questions qui n'ont pas été répondues dans le chat vont être transférées dans le QNR. Puis, comme j'ai dit tantôt, on s'engage à vous refiler, à vous redonner le fichier avec les réponses qui viennent avec. Puis, c'est ça, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée. Merci. Bonne journée.